Nous allons voir dans cette vidéo combien on marque de points lorsqu'on gagne une partie de tric-trac. Alors vous allez me dire, on en a déjà parlé, puisqu'on a dit qu'on pouvait gagner soit une partie simple ou une partie grande bredouille, ce qui est une partie double. Alors nous allons le rappeler parce que ça c'est le cas général. Mais nous allons voir qu'il y a eu deux autres méthodes qui sont très intéressantes. Donc, à l'origine, on va dire, Euverte-Jolivet le décrit, et c'est confirmé par Laurent Soumille et puis tous les autres. Hein. La méthode classique, c'est bien ça, partie simple ou partie grande bredouille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une partie simple? Gagner une partie simple, c'est lorsque un joueur marque des trous, le deuxième aussi en marque, il interrompt. Vous voyez, à ce moment-là, il continue à marquer des trous, mais le premier recommence à marquer des trous en l'interrompant à son tour. Donc les deux ont été interrompus chacun leur tour. Et celui qui va à ce moment-là terminer, le premier, il va gagner une partie simple. Voilà. Parce que les deux ont marqué à tour de rôle, plus ou moins, voilà. Et personne n'a marqué 12 trous d'affilée. Et donc, ici, par exemple, les blancs ont gagné, ils ont gagné une partie simple. Alors, comme on jouait pour de l'argent, donc la mise était posée et ils donnaient la mise, l'équivalent, voilà, c'était fait. Et les blancs étaient payés. Partie simple. Ça aurait pu être les noirs, là, c'est les blancs. La partie double, elle a lieu lorsque, deux cas de figure, hein, mais c'est toujours la même chose. Les blancs commencent, ils vont jusqu'au bout. Les autres n'ont rien marqué. Ils ont marqué 12 trous d'affilée. Ils ont gagné grande bredouille. À ce moment-là, les noirs doivent doubler la mise et la payer. Ça, c'est la partie grande bredouille gagnée par le premier. Et maintenant, nous allons voir, nous avons vu déjà, mais nous allons le revoir, que le premier a marqué des... On va dire là, cette fois, les noirs sont les premiers à marquer des trous. Vous voyez, ils marquent, ils marquent, ils marquent, ils marquent. Ils peuvent aller jusqu'ici. Hein. Et puis, hop, d'un seul coup, voilà que les blancs commencent à marquer. Donc, ils ont été interrompus. Vous voyez, ils ont été interrompus, mais comme ils commencent à marquer, voilà que eux, ils continuent à marquer, et que les noirs, cette fois-ci, ils ne marquent rien. Ils ne sont plus capables, parce qu'ils réussissent une enfilade. Et donc, il arrive au bout, par exemple, hein, voilà. Il arrive au 12e trou, donc il a bien marqué 12 trous d'affilée sans jamais être interrompu par les noirs, puisque quand les noirs ont été arrêtés ici, lorsque les blancs ont commencé à marquer. À ce moment-là, encore une fois, cette fois, c'est les blancs qui ont gagné. Ils ont gagné la partie en grande bredouille, 12 trous d'affilée, qui est payé double, et ramasse le double. Voilà, c'est fait. Nous venons donc de voir la partie simple et la partie en grande bredouille. Ce n'est qu'une révision. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a pas le pavillon. Bon, alors pourquoi il n'y a pas le pavillon? Premièrement, Euverte-Jolivet ne signalait pas de méthode spéciale pour montrer, pour témoigner qu'un joueur était en train de faire une série depuis le premier trou, était donc pouvait faire une grande bredouille. Il n'y avait pas de témoin. Bon, ça devait être donc basé sur la confiance. Mais la confiance a ses limites. Voilà. Donc, admettons que je reprenne mon cas de figure là, et que j'arrive ici, effectivement, je marque, puisque il s'est arrêté là, je marque.
je marque, et je dis j'ai gagné en grande bredouille. Et l'autre il m'a dit mais non, 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 j'avais marqué un trou là. C'est parole contre parole, ou alors il y a des témoins. Alors pour éviter cette confusion, donc il fallait faire un témoin. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé du fameux pavillon qui lui allait témoigner, puisque au départ le pavillon est ici. On a vu que les noirs ont marqué en premier, ils ont marqué, alors on va dire que voilà, ils sont arrivés ici, d'accord? Et les blancs, eux, commencent à marquer. À ce moment-là, ils prennent le pavillon de leur côté. Ce qui veut dire qu'ils peuvent gagner en grande bredouille en second. Voilà. Et donc à ce moment-là, ils continuent à marquer, ils continuent à marquer, etc., etc. Voilà. Ils sont là. Et s'ils arrivent ici avec le pavillon, il n'y a pas, ça ne change rien à tout à l'heure, mais ils vont gagner double, donc et va leur donner 2. Ok, on est d'accord. Mais si, par exemple, il est ici et que l'autre fait ne serait-ce qu'un trou de plus, il a interrompu les 12 trous d'affilée, et à ce moment-là, le pavillon va revenir à sa place au milieu. Les deux fichiers étant en course, il n'y a plus possibilité de faire de grandes bredouilles. Et si j'arrive ici au 12e trou, à ce moment-là, je ne prendrai qu'une fois la mise. Voilà. Nous avons fait un rappel de ce qu'était donc la partie simple et la partie en grande bredouille ou partie double. Ceci étant dit, comme je vous en parlais, Euverte-Jolivet n'avait rien spécifié quant au témoignage. Ce n'est pas une obligation finalement, mais c'est préférable. Alors que disait donc Bernard Soumille? Eh bien Bernard Laurent Soumille, 1738, et puis sa réédition en 1756, qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien il va nous dire qu'il faut utiliser un témoin. Et le témoin, ce n'est pas le pavillon. Le pavillon est quand même une petite pièce de luxe, on va dire. C'était pas ça qui était utilisé. C'était beaucoup plus simple. Donc je vous montre. Donc toujours pareil. Vous voyez, les noirs ont marqué des trous. Ils sont arrivés ici. Les blancs sont là. Vous voyez, il n'y a pas de pavillon là. Que va-t-il se passer? Les blancs marquent. Il n'y a pas de pavillon à déplacer. Donc admettons, ils font 2 trous. Ils ont commencé. Donc ils sont en mesure de gagner en grande bredouille. Tant que les noirs ne marquent pas de trous, ils sont en mesure. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils vont prendre un bout de papier percé qu'ils vont mettre autour, vous voyez, comme ça. Et ensuite ils vont se déplacer avec. Et s'ils arrivent ici, ils ont gagné la partie en grande bredouille et l'adversaire fait le double. Voilà. Dans le cas où ils avancent ici par exemple, et que les noirs commencent à marquer, marquent 2 trous. À ce moment-là, pour débredouiller, eh bien on enlève tout simplement le bout de papier. Et si le joueur ici arrive sans le bout de papier, ils vont gagner simplement la partie simple. Vous voyez, donc le bout de papier, si vous n'avez pas de pavillon, remplace très bien. Autre manière de faire, de parler peut-être plus esthétique, hein, nous parlait donc Laurent Soumille. Vous voyez, des fois je dis Bernard, des fois je dis Laurent, il avait 2 prénoms. Laurent Soumille, qu'est-ce qu'il nous disait? Bon, quand le premier commence à marquer, on va revenir là, n'importe où, hein, il marque 2 trous, il commence donc, il est en mesure de marquer un peu. Au lieu de mettre un bout de papier, il utilise, là j'ai pris une rondelle, vous voyez, vous prenez une rondelle percée, là, bien sûr, parce que c'est toujours percé une rondelle,
Et donc, vous la mettez autour. Si vous la voyez bien, voilà. Bon, lui, qu'est-ce qu'il disait? C'était d'utiliser un jeton percé. Vous prenez un jeton du type de ceux que vous mettez pour compter les points, et vous allez donc le percer et faire la même chose. Et ensuite, eh bien, vous allez suivre avec le jeton. Et je vous le refais comme ça vite fait, voilà. S'il arrive ici, bon, on gagne double, voilà. Autrement, s'il est interrompu, eh bien, j'aime autant le papier, je vous dirais. S'il est interrompu, comme ici, eh bien, on fait ça et on enlève. Voilà, voilà la méthode de Laurent Soumy. Et Fillon, c'est sûrement une méthode qui était très utilisée avant que le pavillon apparaisse. Alors, cet accessoire basique, que tout le monde peut se faire, avait un nom, s'appelait une cravate. Voilà, comme la cravate qu'on met autour du cou à l'époque. La cravate. Donc voilà. Donc ça, ici, si on termine avec la cravate, on gagne partie en grande bredouille. Cravate, forme de jeton ou pas. Voilà ce que c'était. Les fichiers, comme je vous ai montré là, ils sont en papier. Ça aussi, c'est Laurent Soumille qui nous disait dans son traité qu'on utilisait soit des petits rouleaux de papier, comme j'ai fait, ou bien alors on utilisait, mais là c'est plus compliqué, un faisceau de fil de soie serré en son milieu. Voilà. Donc l'avantage de ces deux manières, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est que un fichier fait comme de cette matière-là, qui ne coûte rien finalement, surtout en papier, hein, eh bien si on tape dedans avec le cornet, on ne va pas casser ni le fichier, ni le bois du tablier. Ça protège bien. Alors, autant que je vous parle immédiatement du pavillon. Alors, le pavillon, on l'appelait aussi étendard. Hein, étendard, voilà. Donc, l'étendard, il apparaît vers, je crois que c'est en 1776, il me semble que dans le traité de Falavel, 1776, sur le jeu de tric-trac. C'est pas vraiment me semble hein, que c'est chez lui. En fait, c'est dans ces eaux-là. Hein, de toute façon, s'il apparaît dans un livre, c'est qu'il existait déjà un petit peu avant. Donc, quand le pavillon apparaît, ou étendard, à partir des années 1770, eh bien, lorsqu'il apparaît, c'est que c'est pas tellement. Bon, d'accord, c'est une pièce très intéressante parce que c'est aussi dans les époques, on va dire, où, même un peu avant, avec Louis XV, sont apparues les tables à tric-trac. Et pas avant. Sous Louis XIV, il n'y avait pas de table à tric-trac, il y avait des tabliers. Hein, d'accord. À partir de l'époque Louis XV et encore, même Soumis, bon, ne parlait pas de table, mais parlait de tablier, le tablier qui avait la même dimension que celui-ci. Hein. Et donc, les tables sont apparues plus tardivement, sous Louis XV, fin peut-être de l'époque Louis XV et après Louis XVI, etc. Bon, les tables c'était des objets, des meubles de valeur. Hein. D'ailleurs, on en trouve encore pas mal chez les antiquaires. Et mais c'est pas étonnant qu'on ait aussi ajouté ce type d'accessoires qui allait bien avec. Voilà. Bon. Mais bon, je dirais que je pense que les joueurs de tric-trac de tout temps, le joueur de tric-trac,
ils jouaient dans des tabliers plutôt que dans des tables. Mais ça, j'en reparlerai lorsque je vous montrerai le tablier, comment il est constitué. Parce que là, vous voyez que les fonds que j'ai rajoutés pour pouvoir jouer, pas tellement pour protéger le fond existant, mais parce que c'est plus agréable à jouer sur un tissu, comme ça, que sur du bois, pour le bruit, déjà, mais aussi pour le glissement des dames dessus. Donc, bon, tout ça, je vous en reparlerai. Là, je dérive un petit peu. Et donc, cet accessoire est tardif, on va dire. Et il avait un autre intérêt, c'était surtout pour jouer à la partie dite à écrire. Donc là, on fera une série complète sur la partie à écrire, qui est une partie extrêmement intéressante. Et, la partie tric-trac à écrire, lorsqu'elle a été extrêmement développée, c'est-à-dire justement à partir des années 1770. Et vous verrez qu'à ce moment-là, avoir un accessoire pour témoigner des petites, des grandes bredouilles, etc., eh bien, était vraiment important. Mais on pouvait quand même y jouer avec un bout de papier quand même. Mais enfin, vu les sommes mises en jeu, petit accessoire comme ça faisait pas de mal non plus au portefeuille, à la bourse. Bon, ceci étant dit, revenons aux manières, au gain d'une partie. Donc nous avons vu une partie simple ou une partie double. Ça, c'est la base. Mais Laurent Soumille rajoute que certains joueurs jouaient aussi à la partie simple, la partie double, mais entre les deux, une partie et demie. Une partie et demie. Alors, c'est quoi une partie et demie? Alors, pour faire une partie et demie, si on joue à la partie et demie, il vaut mieux jouer avec quelque chose de pair. Vous voyez? Voilà. Donc, on joue avec, par exemple, on mise 2 jetons chacun. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'une partie et demie? Eh bien, on va supposer donc qu'un joueur commence à marquer des trous, ici, le deuxième, et puis il continue, bon, ok, il continue, et l'autre va marquer aussi, d'accord, et puis il continue, donc chacun marque, voilà, ici, et puis il continue, il va continuer par exemple jusqu'ici, et l'autre marque, et puis il continue, ici, et l'autre marque et gagne. Il gagne quoi? Partie simple. Effectivement, il gagne une partie simple. On l'a vu tout à l'heure, c'est la même cas de figure, partie simple. Donc les 2 jetons viennent ici. Il gagne la mise était de 2, il gagne la 2. Voilà, c'est perdu. Pour les noirs. La partie double, ben, je ne vous la refais pas, hein, c'est la partie en grande bredouille. Voilà, et, on gagne sans être interrompu, peu importe combien l'autre a marqué, du moment qu'on a gagné sans être interrompu, quel que soit le score de l'adversaire, on gagne une partie double. Là, admettons, lui, il avait, on va dire que ben, lui, il avait commencé à marquer, puis moi je l'ai stoppé en commençant là. Donc j'ai mis ici, je vais dire, la cravate, puisqu'on est à l'époque de Soumille, continuons. On utilise la cravate. À ce moment-là, je marque, et j'arrive ici. Donc là, je marque partie double. Très bien. Il aurait été ici, ici, ici ou ici, je gagnais toujours partie double. À ce moment-là, il y avait 2, il double la mise, et je ramasse. Voilà.
Ça, c'est la partie double. D'accord? Et ça, quel que soit l'endroit où se trouve le fichier, j'insiste bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, voyons la partie et demi. Alors là, je commence à... Lui, il a gagné. Il a marqué. Ici, OK. Donc, je marque en bredouille, une grande bredouille. Je continue à marquer. Je marque. Il me débredouille. Un trou, il me débredouille. Terminé. À ce moment-là, on est parti pour gagner une partie simple, on a dit. Je suis gagné pour une partie simple. Mais voilà que Laurent Soumy nous dit que si, donc j'arrive ici, si on gagne alors que l'adversaire n'a pas passé le pont, ce qu'ils appellent le pont, c'est la barre, s'il n'a pas passé le pont, alors le perdant doit payer une mise et demie. Donc s'il est ici, il doit me payer une mise et demie. Donc il y avait 2, donc il me donne 1 de plus. Et je gagne une mise et demie. Vous voyez? C'est ça. D'accord? Voilà. S'il est ici, il n'a toujours pas passé le pont, c'est une mise et demie. Par contre, s'il passe le pont, dès qu'il arrive ici, dans ce cas-là, il ne perd qu'une fois la mise. Voilà. Voilà donc un intéressement du jeu hein, qui donne, même si ici par exemple les noirs sentaient bien qu'ils sont mal, ils vont pas y arriver, ils ont toujours un espoir de diminuer leurs pertes en passant le pont. Donc ça peut leur donner plus d'intérêt à continuer à jouer. Plus d'espoir. Espoir de moins perdre. Voilà, donc ici, là, vous avez cette méthode qui est cette méthode de Laurent Soumy. Est-ce que c'est fini? Ben non, c'est pas fini. Parce qu'une autre méthode a été ajoutée. Alors là, on va reprendre le pavillon. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui va être tardive. Puisque cette méthode-là, donc on va dire qui va apparaître vers 1780, quelque chose comme ça, on ne sait pas exactement parce que elle apparaît dans un livre qui s'appelle édité à Vienne en Autriche, et qui s'appelle le Tric-Trac combiné. Alors je ne sais pas si je vous en parlerai, parce que le Tric-Trac combiné, c'est les joueurs ne savaient plus ne pouvaient plus s'arrêter. Alors donc, ils sont partis de la partie en 12 trous, classique, hein, que tout le monde jouait. Ensuite, bon, sans passer à 1,5, c'est vraiment, il n'y a que Laurent Soumy qui est parti du 1,5, mais vous pouvez le jouer. Et puis, donc c'était partie simple ou en grande bredouille. Et puis ensuite, ils ont créé la partie à écrire. La partie à écrire peut être très longue. En fait, elle existait avant, mais d'une manière très simple, alors que là, ils en ont fait quelque chose de très, très, on va dire, complexe. Mais nous en parlerons. La partie à écrire, quand même, est devenue quelque chose de référentiel. C'est une référence, en fait, du jeu de trick-track. Hein, c'est un référentiel, puisque les traités, on va dire, du 19e siècle sont essentiellement tournés vers la partie à écrire, sans négliger la partie en 12 trous. Et il nécessite bien le pavillon. Et ça, on en reparlera parce que c'est très très intéressant. Si vous dominez bien la partie en 12 trous, vous serez intéressé par la partie à écrire. Mais ça ne s'arrête pas là. Voilà que des joueurs, bon, c'est ce livre, il était édité à Vienne, ils appellent ça le trick-track combiné. Et alors là, là vraiment, c'est un truc spécial parce que dans le trick-track combiné, on combine quoi? Eh bien, on combine la partie en 12 trous avec la partie à écrire. Alors là, je ne vous dis pas, c'est quelque chose d'assez complexe à gérer. Je l'ai fait, j'y ai joué, j'ai essayé, ça fonctionne.
Ça fonctionne. Bon, il faut faire des calculs, hein, mais bon, dans ce même livre, qui s'appelle donc les règles de la partie le trick-track du trick-track à écrire, eh bien, vous allez trouver un chapitre sur quand même la partie en 12 trous et comment rendre la partie en 12 trous plus intéressée. Alors on a vu que donc soumis c'était de faire une fois et demie et 2 fois. Et là on fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors comment peut-on arriver à ces chiffres-là? D'après ce livre. Hein. Alors on l'a vu, hein. Donc le premier à marquer, donc admettons ce sont les blancs toujours, hein, c'est plus lisible, il arrive au bout, il est tout seul, il n'y a pas besoin de mettre le pavillon, il est tout seul, il a marqué 12 trous. L'autre n'a rien marqué. Alors, l'autre doit lui payer 4 fois la mise. Donc, 1, 2, 3, et la mise, 4 fois. L'autre va gagner 4 fois la mise. D'accord? Maintenant, voyons. Le premier marque des trous, le deuxième commence et prend le pavillon. Il arrive au bout avec le pavillon. Et là, qu'est-ce qu'il va gagner? Pas 4 fois la mise, mais il va gagner, c'est lui qui gagne son, hein, il va gagner 3 fois la mise. 1, 2 et 3. Voilà. Vous comprenez? On a vu 4 fois pour la grande bredouille en premier, 3 fois pour la grande bredouille en deuxième. Reste à voir 2 et 1. 2 et 1, on suppose que les deux joueurs ont marqué des trous. Les deux joueurs ont marqué des trous. On marque des trous, comme ça. Et là, voilà. Et les deux joueurs ont marqué des trous, les uns après les autres. Donc, il n'y a plus de possibilité de grande bredouille. Et maintenant, on va retrouver un petit peu du soumis là-dedans, dans le sens où si les blancs, par exemple, ici, arrivent ici, ils n'ont pas fait une grande bredouille puisqu'ils avaient été interrompus, donc ils auraient dû gagner comme point. Mais comme, là on retrouve du soumis, je vous dis, comme le deuxième n'a pas passé le pont, à ce moment-là, il doit payer 2, doubler la mise. Donc il va me payer 2. Vous voyez, on a eu 4, 3 et 2. Voilà. Et maintenant, pour la partie simple, c'est la même chose, mais il a passé le pont. Ici, n'importe où. Hein. Dès qu'il est passé ici, à ce moment-là, qu'il arrive ici ou ici, c'est pareil, il va lui verser une fois la mise. Et donc là, nous avons vu 4, 3, 2, 1. Et voilà. Nous avons tout vu. Alors ça, c'était dans un livre qui n'est pas répandu. Et, mais au XIXe siècle, Guiton dit l'Aîné, dans son très très bon traité sur le jeu de trick-track, où il donne de très très bonnes tables de calcul sur les probabilités, et qui est, comme je vous l'ai dit, ce sont des livres, ce sont des traités basés beaucoup sur le trick-track à écrire. Néanmoins, va aussi parler de cette fameuse partie en 12 trous. Et cette partie en 12 trous, il va lui faire valoir la possibilité aussi de faire pareil. 4, 3, 2 et 1. La seule différence,
Et c'est celle-là qu'on retiendra. Pourquoi? Parce que ce livre-là a été énormément diffusé, alors que l'autre peu. C'est que pour gagner, dans le cas où on a vu ici qui partait et gagnait, parti ici, il gagnait une partie double, on a vu, parce qu'il n'avait pas passé le pont. Eh bien, pour Guiton, c'est pas ça. C'est pas passer le pont, c'est si un joueur arrive ici, il a fait la moitié du chemin. Le simple fait d'avoir fait la moitié du chemin, d'avoir fait 6 trous, à ce moment-là, c'est une partie simple. La partie simple est acquise au 6e trou, mais pas forcément au 7e. Évidemment, si on a fait le 7e, ça sera toujours pareil. Mais c'est un trou de moins que ce qui était dit au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que pour gagner partie double, il faut qu'il ait fait 1, 2, 3, 4 ou 5 trous. Là, il y a partie double. Ici, il y a partie double. Donc, il me donne le double. Voilà. Ici, il y a partie simple. Il ne m'en donne plus qu'un. Voilà. Alors, cette manière de jouer avait été aussi appelée la partie aux honneurs. Voilà. Partie aux honneurs. Si vous voulez retenir ce mot. La partie aux honneurs. Dans la partie aux honneurs, 4, 3, 2 et 1. Et on retiendra que c'est au 6e trou que il faut, avec 6 trous, ça suffit. Donc la moitié suffit pour ne pas payer 2 fois la mise, mais une seule fois la mise. Et je trouve que c'est très très bien comme ça. Voilà, nous avons vu tout ce qu'il y avait à dire sur la manière, sur le combien on pouvait gagner au trick-track suivant les époques. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'intérêt de la partie aux honneurs, c'est tout de même, on l'a vu après avec le jaquet. Donc quand on a parlé du jaquet, je vous ai dit, dans les méthodes avancées pour le jaquet, à la fin du 19e, on appliquait cette méthode aux honneurs. Bon, c'était pas, c'est pas que ça se joue pas comme le jaquet, comme le trick-track, mais il y avait quand même une manière de marquer 1, 2, 3, 4 et même 5 points. Voilà. Là, ici, bon, on va de 1 à 4. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si le trick-track, comme tous ces jeux de table, sont des jeux de hasard dits raisonnés, parce que bon, c'est pas du hasard, il y a le hasard, mais à partir du hasard, on doit raisonner, on doit réfléchir, qu'est-ce que l'on va faire, parce qu'on déplace ces dames par rapport à l'autre. Et donc on va jouer souvent sur les probabilités. Enfin, si on veut vraiment avancer, il faut jouer avec les probabilités. Et il y a l'expérience, bien sûr, mais il y a la chance. Mais il y a aussi les probabilités qui vont... si elles ne nous font pas gagner le maximum, vous voyez, avec une partie aux honneurs, le fait de bien jouer peut nous éviter de perdre un maximum. Vous voyez. Donc là, on a une gradation entre 1 et 4. Et donc, lorsqu'on fait plusieurs parties, on peut comptabiliser et ensuite, on peut juger un peu plus de la valeur relative des joueurs. Parce que à tout ce style de jeu, ce n'est pas en une seule partie que l'on peut juger. Voilà. Un très bon joueur peut perdre contre un joueur débutant, un petit peu débutant avancé, je vous dirais, mais un très bon joueur peut perdre, bien entendu. Puisque c'est un jeu de hasard quand même. Alors ces manières-là permettent d'atténuer les effets du hasard. Voilà ce que j'avais à dire sur la manière de compter au trick-track. Alors j'ai dit, je parlais que les gens jouaient donc une fois la mise, 2 fois la mise, 3 fois la mise, 4 fois la mise, ou même une fois et demie la mise, on l'a vu. Ça c'est une chose, mais bon, évidemment, lorsqu'on joue, on va jouer comme
aujourd'hui avec des points, quoi. Hein. Un point, 2 points, 3 points, puis on peut en tenir la comptabilité sur plusieurs parties. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur, sur le jeu de trick-track en 12 trous. Vous savez tout. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Et puis je suis ouvert bien sûr à toutes vos questions et au contraire, ça m'intéresse de savoir votre vision des choses sur tous ces sujets-là, ou les choses qui n'ont pas été très claires, parce que comme toujours, mes vidéos sont quand même des vidéos plus ou moins faites comme ça, sans préparation particulière. Hein. Simplement, je vous parle comme si vous étiez en face de moi, c'est tout. Et puis vous êtes en face de moi, de toute façon. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors voilà. Et là, donc la prochaine fois, là, je vais vous dire, ça peut vous intéresser, je vais dire ma position concernant l'origine du trick-track et son vocabulaire. Voilà. Et puis ensuite, il y aura une vidéo sur ce tablier, ses dimensions, comment il est constitué, puis je vous en montrerai un autre. Et puis, mais ça, celui-là, vous savez que c'est celui du Wikipédia, l'article Wikipédia que j'ai écrit en intégralité. Et donc, c'est un article, c'est un bon article d'ailleurs, hein, je suis très content. Et, mais c'est le trick-track que vous voyez dessus, mais vous voyez tel quel. Et je vous montrerai ce qu'il y a dessous. Voilà. Et en attendant, ben, je vais vous dire de ne pas oublier de vous abonner. Bon, aujourd'hui, là, alors qu'on arrive vers Noël, là, de 2022, on ne sait jamais, hein, les gens vont voir ça en 2023. J'espère que cette chaîne restera longtemps. Et bien, à ce moment-là, ben, vous verrez que, bon, pour l'instant, je peux vous dire que il y a 40 abonnés. Je ne suis pas mécontent, je ne cours pas après les abonnés particulièrement, simplement, je vous dis, ça donne de la valeur à la chaîne et ça montre quand même un certain intérêt pour des jeux qui disparaissent. En tout cas, l'Académie des Jeux Oubliés n'est pas près de disparaître et d'autres, contrairement à TrickTrack.net. Bon, si vous connaissez TrickTrack.net, vous verrez que l'annonce vient d'être faite que au 1er janvier 2023, la chaîne s'arrêtait après 20 ans de service. Lorsque j'ai créé, moi, l'Académie des Jeux Oubliés, j'avais créé d'abord tout l'article, qui est assez conséquent quand même, assez important, je ne suis pas trop conséquent, était important, techniquement, je dirais, et dans son fond. Donc j'avais déjà mis pas mal de temps à le préparer et je l'ai mis en ligne je crois, en 2023, c'est-à-dire qu'on commençait à peine TrickTrack.net. Voilà, c'est simplement un point de repère. J'aimais bien TrickTrack.net, bon après il y avait à boire et à manger, hein, mais bon. Aujourd'hui, TrickTrack.net est mort. C'était un site qui après était basé sur au moins ne pas perdre d'argent. Ils en ont beaucoup perdu et ils ont arrêté. Bon, ici c'est un site d'amateur. Mais bon, écoutez, ça fait 20 ans que ça dure aussi. Voilà. Et puis le trick-track, de toute façon, lui, ça fait plusieurs siècles. Ça fait depuis... ben, je vous le dirai puisqu'on parlera des origines. Allez, abonnez-vous s'il vous plaît. Allez, au revoir. Bonne soirée. Ou bonjour.